Je voudrais commencer donc par vous présenter Florence Gauthier parce qu'elle fait partie de ces professeurs qui ont joué un rôle important dans ma vie. Je lui avais jamais dit d'ailleurs en public comme ça, mais lorsque je suis arrivé jeune étudiant issu de province à Paris, à Paris 7, à Jussieu, Paris 7, l'université Descartes, c'est ça le nom, non, Diderot, Diderot, oui, c'est ce que j'ai dit. Diderot, c'est pas le même, exactement. Il y avait, pour la Révolution française, Florence Gauthier. Et le petit provincial que j'étais, déjà militant, trotskiste, avec des prétendues idées tout à fait arrêtées, a vu là une universitaire qui nous passionnait en cours, qui elle-même, enfin je veux pas, tu vas après mieux expliquer que moi que tout ça, mais que tout en étant une femme, une intellectuelle résolument ancrée dans une réflexion de transformation du monde et au point de départ aussi du marxisme, en même temps rafraîchissait, renouvelait, remodelait le regard sur la Révolution française. Et ça m'avait assez passionné. Donc voilà, et après, j'étais pas toujours l'un des meilleurs étudiants parce on avait toujours de bonnes raisons d'aller faire autre chose pour le syndicat étudiant ou je ne sais trop quoi. Mais les cours de Florence Gauthier étaient des cours tout à fait déterminants. Parmi tous ces travaux, alors tout à l'heure à 18h, il y aura une petite dédicace. Je ne sais pas s'ils ont encore beaucoup d'ouvrages de Florence en monte, ils en ont quelques-uns, je sais, mais notamment, je sais que tu ne développeras pas ça aujourd'hui, tu me l'as dit, mais sur l'histoire des colonies pendant la Révolution française, le processus aussi d'émancipation qui a eu lieu, là aussi, dans la lignée de la continuité des travaux d'Yves Benot, tu as été... à mes yeux, quelqu'un qui m'a mis des livres entre les mains, je pense à notamment Les Jacobins Noirs de C.L.R. James. Si ça vous intéresse, notamment, c'est un livre majeur et beaucoup d'autres travaux que Florence elle-même a écrit et elle le fera après. Alors l'objet de cette conférence, c'est la constituante et la défense de la Révolution française. Nous sommes des militants politiques qui portons dans le débat, pour les échéances qui viennent, l'idée qu'il faut une assemblée constituante pour passer en 6e République. Et pour cela, nous nous appuyons sur une histoire politique. Il y a déjà eu des expériences, et notamment pendant la Révolution française, d'assemblée constituante. Ce sera ça aussi que Florence va nous présenter, nous expliquer les complexités de ces processus, mais aussi, il nous semble important qu'il y ait une défense de la Révolution française, qui subit beaucoup de caricatures, de calomnies, de déformations, et il est important que chacun des militants que nous sommes soyons lucides, les yeux ouverts sur ce processus qui a lieu, qui se traduit, je l'ai souvent dit, par le fait que la principale émission aujourd'hui du service public de télévision, présentée par le charmant et sympathique et onctueux Stéphane Bern, il n'empêche, il est charmant, sympathique et onctueux, mais est un puissant jet idéologique qui vise à nous faire regretter l'ancien régime. Et c'est quand même dommage que le service public consacre autant d'argent. J'ai rien contre lui, et pourquoi pas, il peut continuer à animer toute une série de choses sympathiques, mais qu'on donne la parole à Stéphane Bern, qui, je le répète, en plus, est tout à fait sympathique, mais qui est quand même nostalgique de l'ancien régime, et même parfois se présente comme monarchiste. C'est dire, c'est quand même un paradoxe que parmi les grands intellectuels médiatiques du moment, ceux qui passent à la télé, comme on dit, ou ceux qui présentent, il y a Franck Ferrand, il y a Stéphane Bern, il y avait... le sautillant Laurent Deutsch, qui me déteste pour avoir osé dire que quand même son métronome est un bouquin absolument obscurantiste et qu'il est hors de question que le rectorat de Paris organise le fait qu'il aille dans les écoles faire des cours d'histoire, quand même. C'est des gens comme ça qui tous sont monarchistes. Alors vous voyez, ça donne quand même une certaine lecture sur cet événement majeur, fondateur, qu'est la Révolution française. Contre ça, le contrepoison, c'est cette dame, Florence Gauthier notamment. Et je voudrais que vous l'applaudissiez. Voilà, à toi Florence, ça va être sous une forme telle que moi je l'ai connue. Florence va nous parler un moment, hein, et puis après, dans le temps qui restera, il en restera échanger un peu et confronter à tout ce qu'elle nous a dit, nos idées, nos réflexions, nos critiques éventuellement. Merci beaucoup et je te donne le micro. Je suis obligée de tenir le micro ? Non, parce que... la liberté, c'est de ne pas avoir de micro, ça c'est certain. Enfin bon, bref. Si on le met là... Non, pas. Bon alors, allons-y. C'est comme ça. Donc... Oui. Oui. Ce sera bien. Oui, absolument. Merci. Alors donc, depuis le bicentenaire de 1989... la Révolution française est devenue un objet répugnant. Je dis bien répugnant. Il est immonde.
Pourquoi? À cause de l'interprétation dominante au XXe siècle. Oui, merci pour les cailloux. À cause de l'interprétation dominante au XXe siècle qui a été reprise ensuite de façon parfaitement générale. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Alors, je ne vais pas vous raconter les aventures de ces saletés, mais je voudrais quand même rappeler rapidement comment ça s'est formé. Rapidement, hein, une petite introduction, et puis après, je vous parlerai de ce qu'a fut la Révolution française. Alors, cette interprétation, c'est l'interprétation qui s'est formée en 3 temps. Je vais passer rapidement sur les 3 temps, évidemment, à partir du... Plus fort! Du marxisme orthodoxe stalinien. Ça va comme ça? C'est bon? Olé! Alors, ça a commencé en 1930. Et les historiens marxistes soviétiques se sont réunis. Donc, Staline était déjà bien en place, etc. Et ils ont décidé que la Révolution française était une révolution bourgeoise. Et puis c'est fini, terminato, et on change de décor. Et parce que, pour eux, la première révolution importante, c'était évidemment la leur. On peut le comprendre, ça. Mais enfin, faire le ménage de cette façon-là, ça a été quand même assez surprenant. Bien. Deuxième temps, au début, c'était simplement une opinion des historiens d'Union soviétique. Et puis, c'est devenu l'idéologie dominante de tous les partis marxistes orthodoxes staliniens, hein, bien évidemment, petit à petit. Et dans les années 1950-1970, nous avons eu le deuxième temps qui a permis aux travaux des historiens marxistes orthodoxes staliniens, hein, je les mets tous dans le même sac, bien qu'il y ait plein de nuances, chez eux, bien évidemment. Moi, j'ai été une élève de Albert Soboul, que je respectais beaucoup. Il m'a appris à travailler. Il était capable d'écouter les critiques de ses étudiants comme moi. Et on s'entendait très bien. C'est pas le problème. Mais ceci dit, voilà, c'était ça. Alors, cette idéologie qui s'est véritablement construite comme dominante a rallié la gauche critique du stalinisme, mais qui n'était pas encore, dans ces années-là, en état de pouvoir s'en libérer. Hein, alors je ne sais pas si on est libéré aujourd'hui parce que c'est pas de la tarte, hein, ce machin, c'est un gros truc, c'est une chape de plomb. Mais enfin, bref, ensuite la droite, les droites diverses et variées, et les centres, machin chouette et coin-coin, se sont aussi ralliés à cette interprétation parce qu'elle les arrangeait bien, évidemment. Alors c'était quoi cette interprétation? Elle a été synthétisée par Hannah Arendt en 1963. Je dis synthétisé pour prendre quelqu'un qui n'est pas un marxiste orthodoxe classique. Hein. Synthétisé en 1963 par Arendt, qui, dans son livre sur la Révolution, où elle a montré, paraît-il, sans démonstration et sans archives, bien sûr, que la Révolution française n'avait été que un brouillon du stalinisme, marqué par 2 choses principales, que je résume évidemment, la dictature du parti unique au pouvoir. Pendant la Révolution, c'est les Jacobins avec Robespierre, Marat, qui s'est fait assassiner, mais enfin bon bref, etc. Et puis la terreur avec 25 R pour vous faire bien peur, comme un coup de mitrailleuse. Waouh, hein, c'est pas beau ça? Oh, c'est grandiose. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. Et ça a été vraiment l'idéologie dominante. Elle a permis de rallier tout le monde. Et les marxistes orthodoxes staliniens, qui étaient tout à fait étonnés de voir que leur interprétation était reprise. Alors, ils n'ont jamais fait de critique à Hannah Arendt, par exemple. Vous vous rendez compte? Bon, bref. Alors, troisième temps, c'est le bicentenaire de la Révolution 1989. Et ça a été annoncé et préparé bien longuement. Je ne vais pas vous donner le détail, rassurez-vous, mais enfin, préparé bien longuement. Aux États-Unis, tiens. Et c'est en 1988, en septembre-octobre 1988, le Nouvel Observateur intronisait François Furet en tant que roi du bicentenaire. Waouh, c'est pas beau ça? Ah, c'est magnifique. Moi, je disais à mes étudiants, roi du bicentenaire, il va peut-être lui arriver quelque chose, je sais pas moi. Mais bon, enfin bref, renseignez-vous, enfin bon, bref. Voilà, c'était comme ça. Et qu'est-ce qu'il nous avait dit, celui-là? Oh, une merveille.
supplémentaire par rapport à Arendt, parce qu'il ne voulait pas être derrière Arendt. Non, bah non, ça fout mal. Hein. Alors il fallait inventer quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qu'il a inventé ? La Révolution française a été la matrice des totalitarismes, au pluriel, du XXe siècle. C'est-à-dire nazisme, fascisme et stalinisme. Enfin, tout ça, tous ces machins que Hannah Arendt avait mis globalement ensemble, tout ça, sans même savoir que c'était Mussolini qui avait inventé le concept État totalitaire. Bon, bref, voilà. Donc nous en sommes arrivés là. Et c'est devenu depuis l'idéologie dominante à travers le monde. C'est affreux, c'est épouvantable. C'est une chape de plomb terrible. Hein. Et donc je vais maintenant commencer à vous parler des douceurs de la Révolution française. Eh oui, eh ben voilà. Eh ben on va changer de monde. Et la Révolution française, qu'est-ce qu'elle a été ? Une révolution des droits de l'homme et du citoyen. Waouh, au secours. Bon, eh ben oui, c'était cela. Mais je vais surtout vous parler aujourd'hui des caractères originaux de la culture politique populaire pendant la Révolution. Hein. Et ça, c'est un sujet très peu encore développé. Quand même, certains historiens ont pu l'aborder, etc. Mais maintenant, on peut aller beaucoup plus loin. Et je pense que je vais vous présenter rapidement les caractères originaux de la culture politique populaire en 1789-1795. Hein, voilà. Et ça me paraît tout à fait intéressant. Alors, on va commencer par... Oui, bon, mon papier, terminé. Ouais, non, c'est pas grave. Laisse tomber. Oui, voilà. La crise financière. Oh, on connaît, nous. Bah tiens, on en a une belle. La crise financière a marqué toute l'histoire de la monarchie, mais au XVIIe, XVIIIe siècle de façon particulière. Au XVIIIe siècle, bon, voilà, c'est comme ça. Alors, pourquoi ? Tout simplement, enfin, c'est toujours très compliqué ces machins-là, bien sûr, mais enfin, parce que le peuple qui payait, le tiers-État, le peuple qui payait tous les impôts, quasiment, ne pouvait plus être surimposé. Et c'était les ordres privilégiés qui étaient privilégiés parce qu'ils payaient les impôts qu'ils voulaient. Hein, alors, ça dépendait des jours, etc. Et il faut remarquer que le roi a demandé en 88-89 aux ordres privilégiés de l'aider à combler le trou des finances. Et ils ont répondu non. Ah bon, bah très bien. Et ils ont laissé tomber la monarchie qui était leur protectrice. Et ce seront les deux ordres, enfin les deux classes qui vont être punis pendant la Révolution française. C'est pas beau ça ? C'est très joli. Alors, donc le roi a été obligé de reconvoquer les États généraux. Alors, qu'est-ce que c'est que les États généraux ? Je suis obligé de vous dire quelques mots à ce sujet. Pourquoi ? Parce que c'est toute la culture politique populaire du Moyen-Âge. J'ai bien dit Moyen-Âge. Alors le Moyen-Âge que vous connaissez, en général, c'est une abomination encore. Mais c'est une histoire complètement triturée au XIXe siècle, depuis le XIXe siècle, et je vais essayer d'en tirer des éléments qui vont vous, je pense, intéresser. Alors première chose, les États généraux ont été créés au XIVe siècle. Et au XIVe siècle, pourquoi ? Eh bien parce qu'il y avait eu un mouvement populaire extrêmement important dont je ne peux pas vous parler, mais si vous lisez Marc Bloch de temps en temps, hein, surtout en été, au bord de la plage, eh bien j'apprendrai tout ça, c'est vraiment passionnant. Mais c'est vraiment passionnant. Marc Bloch, assassiné par les nazis. Oh. Ah oui, pardon, je parle plus fort encore. Je hurle, hein ? Je hurle. C'est terrible. Bon, enfin bref. Je continue. Alors donc, les États généraux sont créés au XIVe siècle. Pourquoi ? Parce que le roi veut demander des impôts au peuple et veut associer le peuple à la prise de décision politique. Nous sommes dans une phase de monarchie démocratique. J'ose le mot. Je prends les risques. et c'est véritablement ainsi que la souveraineté est partagée entre le roi et le peuple. Alors, les États généraux sont créés et ils participent à la décision politique, et en particulier celle du consentement des impôts, ce que nous avons perdu, faut bien le dire. Et au XVIIe siècle,
après les guerres de religion, qui ont déjà suspendu pas mal d'états généraux, vous avez eu une suspension au XVIIe et XVIIIe siècle des états généraux parce que les rois étaient en guerre encore avec la guerre de religion qui n'était pas terminée en France, plus la guerre de conquête, etc., plein de malheurs, et on ne croyait plus que les états généraux. Donc nous sommes rentrés dans une phase historique intéressante que je reprendrai tout à l'heure sur la séparation des pouvoirs ou non. C'est un sujet très intéressant. Et la monarchie, depuis le XVIIe et XVIIIe siècle, a été qualifiée de despotique et tyrannique. Hein. Et on comprend pourquoi. Eh bien parce que le peuple n'était plus convoqué. Donc le peuple est parfaitement conscient de cette privation. Vous comprenez ? C'est tout à fait intéressant. Bien, alors, nous sommes en 1789 et le roi convoque les États généraux. Il le fait en 88. Et c'est le bonheur dans tout le royaume. Ces passages-là, ces années-là ne sont pas beaucoup étudiés. Oui, bon, ben voilà. C'était très bien comme ça, mais tu l'as mis trop haut. Là, comme ça, c'est bien. Ah bon ? D'accord. C'est bien ? Ça va. Bon, Pharaon, non. Alors donc, surtout parce qu'on leur demande, on leur rend la souveraineté. Vous avez bien noté, la souveraineté du peuple a été rétablie dès que le roi a convoqué les États généraux. Hein. Et c'est de fait, c'est pas encore bon. Et le mouvement populaire a commencé à rédiger, à élire ses députés et à rédiger ses doléances. Comme on dit, le système électoral populaire depuis la nuit des temps, comme on disait au Moyen-Âge, et qui a duré pendant tout le Moyen-Âge. C'est un système électoral particulièrement intéressant, comme vous allez le voir. C'est l'Assemblée générale des habitants des communautés villageoises, vous avez bien entendu, l'Assemblée générale, qui se réunit au complet et qui décide qui va être le député. Et le député, c'est un mandataire, un commis de confiance, comme on l'appelle, un commis de confiance. Hein, et il est chargé d'un mandat. Alors, le nom, c'est le mandataire qui va être choisi. Il est chargé d'un mandat et il est responsable et révocable, et révocable, et révocable. Vous avez bien entendu cette fois-ci, hein, par ses électeurs. Vous vous rendez compte ? Un système électoral véritablement démocratique. C'est formidable. Alors maintenant, je complète sur le système électoral. Qui avait le droit de vote ? Les deux sexes, si j'ose dire. Oui, réjouissons-nous. Les deux sexes. Alors, pas du tout. Ça a duré du Moyen-Âge, la nuit des temps, jusqu'au 9 Thermidor, en 27 juillet 1794. Hein, voilà. Ça a duré tout ce temps-là. Lisez Marc Bloch. Et donc voilà. Donc, alors pourquoi les femmes avaient le droit de vote ? Eh bien tout simplement parce que, à cette époque-là, la conception du droit paysan, populaire, était fondée sur le principe de l'égalité en droit de tous les membres du genre humain. Bon, pour des raisons que je pourrais développer dans la discussion, mais ça c'est un autre sujet, c'est un énorme sujet. Hein. Alors, je continue. Donc, nous avons la convocation des États généraux en 1789, les assemblées générales communales sont vraiment... approchez-vous, hein. Moi, je peux pas faire mieux. Vraiment, les amis, pour le confort de l'oratrice, rapprochez-vous. C'est pas possible qu'il y ait des interpellations comme ça. Elle fait ce qu'elle peut. Et vraiment, rapprochez-vous. Il y a un peu de place là. Parce que c'est vraiment très désagréable quand on fait un raisonnement de se faire couper de temps en temps la parole. Même si je suis d'accord qu'on va veiller à ce qu'elle, Florence, continue à parler bien dans le micro. Mais les copains, rapprochez-vous vraiment. Et essayez de pas couper le raisonnement parce que c'est un peu dur, j'imagine. Mais rapprochez-vous les copains. Il y a de la place là.
il y a du potin partout. Oui, alors donc, ben voilà. Et il y a une mobilisation formidable dans le en France, hein, évidemment. Et les États généraux sont convoqués pour le 1er mai. Hein, pour le 1er mai. Eh bien, vous me reposerez la question au moment du débat pour savoir qu'est-ce que ça signifie ce 1er mai, hein, 1000 pétards. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est tout à fait intéressant. Alors, le premier acte de la Révolution, ça a été lorsque la convocation des États généraux se fait à Versailles, comme vous le savez, au mois de mai 89, et une majorité des députés décide de se réunir tous ensemble, parce qu'on essayait de les séparer dans des espaces séparés, etc. Bon, bref, ils disent non. Voilà, et c'est une révolte de ces députés qui sont majoritaires et qui vont imposer l'idée qui était dans les cahiers de doléances. Attention, hein, elle ne vient pas des génies, des petits génies, de l'élite, machin chouette et trucs muches, hein, pas du tout. Elle vient des cahiers de doléances populaires ou autres. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Une nouvelle constitution. Ils veulent une nouvelle constitution. Bon, on comprend bien pourquoi. Étant donné tout ce qu'ils avaient vécu. Et elle l'obtient en se révoltant, et elle fait le serment du jeu de paume le 20 juin 1789 en disant qu'elle ne va pas se séparer avant de l'avoir achevée. Hein. C'est le premier acte de la Révolution. En entendant cette nouvelle, il y a un mouvement populaire en France formidable, une jacquerie exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité, hein, qui est aussi importante que les jacqueries qui ont formé la Révolution chinoise au XXe siècle. Je veux dire, c'est quelque chose... Bon, évidemment, les Chinois sont plus nombreux, mais tout de même... tout de même. C'est une... Bon, voilà. Et alors, qu'est-ce que font les paysans ? Tout le long du mois de juillet 89, qu'est-ce qu'ils font? Première chose, ils vont à la demeure seigneuriale. Ils demandent au seigneur, bien gentiment, bien poliment, il n'y a pas eu un blessé ni un mort. Et c'est prouvé par les historiens. Hein. Ils leur demandent les droits de leur titre de propriété féodale. Et ils les brûlent publiquement. Grand spectacle. Magnifique spectacle, extraordinaire. Bien. Deuxièmement, ils prennent le pouvoir local, là où ils l'avaient perdu, et ils le reprennent contre l'administration royale. Hein. C'est fondamental. Et troisièmement, ils créent les gardes communales. Les gardes communales pour se protéger, pour s'armer. Hein. Vous voyez, ils pensent à tout, eux. Hein. Eh ben oui. Et voilà. Et ils font ça pendant tout le mois de juillet. Alors, l'objectif, là, ça dure 2-3 jours. Et puis après, ils passent à la prise de pouvoir, etc. Et voilà, ça se passe comme ça. Alors, l'Assemblée constituante, à la fin du mois de juillet, est complètement... qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut répondre au mouvement populaire. Hein. Oh, oui, c'est pas facile. Ah ben non, c'est pas facile. Ça, c'est certain. Et la première décision qui est faite par l'Assemblée constituante, c'est la nuit du 4 août qui répond positivement au mouvement paysan avec le vote, je cite, « L'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal ». Bravo, très bien. Et puis, on vote ensuite la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle est quand même très, très importante. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une conception de la politique qui est à la fois populaire et autre. Parce qu'à cette époque-là, nous n'étions pas... Ouais, tant pis. Bon, allez. Tu cherches les États généraux, c'est page 3-4. Non, la Déclaration des droits. Alors, elle est votée le 26 août 1789. Elle n'a aucun caractère monarchique. Aucun caractère monarchique, et nous sommes dans un état de fait républicain et démocratique. L'article 1 de la Déclaration de 89, c'est « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Et les hommes, c'est l'anthropos, comme on dit en grec. Mais voilà, on n'a pas de mot en français pour le dire. C'est l'humanité, c'est les membres du genre humain. Hein, voilà. Donc il n'y a pas d'exclusion sexuelle. Merci.
Ah, je vous jure. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement à sa formation. Et article 16, sur lequel je vais revenir, c'est la séparation des pouvoirs, c'est vraiment fondamental dans la culture politique populaire. L'article 16, toute société dans laquelle, écoutez bien, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de constitution. N'a pas de constitution. Alors je vous expliquerai plus tard ce que c'est que la séparation des pouvoirs dans la culture politique populaire et reprise dans la période révolutionnaire. C'est révolutionnaire, oui. Ouais, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. On n'en est qu'au début. Bien. Et puis, non. Bon, et puis, donc, l'Assemblée constituante, dans la société, il y a une division, et dans l'Assemblée constituante aussi. C'est une division sur les principes du droit naturel imprescriptible. Je suis obligé de vous dire ce que c'est qu'un droit naturel imprescriptible, parce qu'on ne sait plus très bien ce que c'est aujourd'hui. Il n'y en a plus. Imprescriptible, Tintin. Droit naturel imprescriptible, cela veut dire, dans la philosophie politique de cette époque, que ce sont des droits qui ne peuvent pas être violés par le pouvoir législatif, hein, ni par l'exécutif évidemment, mais par le pouvoir législatif. Et si on veut le modifier, il faut redemander son consentement au peuple souverain. Hein. C'est véritablement, c'est l'époque de la souveraineté populaire. Hein. Essayez de bien retenir cela. La période médiévale et de la Révolution française, c'est la période où on a pensé, et pas seulement pensé, pratiqué la souveraineté populaire. Hein. C'est quand même formidable. Voilà. Alors, donc, où en étais-je? Oui, les droits imprescriptibles. Bien. Alors, ces droits imprescriptibles, ça impressionne le côté réactionnaire de la société et de l'Assemblée qui disent « mais c'est pas possible, on ne peut pas avoir des trucs pareils, simplement on ne peut pas modifier la Constitution puisqu'on l'a votée, la Déclaration des droits, pardon, parce qu'on l'a votée, et on est obligé de... bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va ruser, hein, on va ruser. Ah ah ah, voilà. Alors on ruse. Et comment on ruse? On fait un projet de constitution. Mais avant de faire ce projet de constitution, on s'est divisé. Et l'Assemblée nationale constituante s'est divisée en un côté droit. Ouais, je suis le président de l'Assemblée, côté droit et côté gauche. Hein, c'est comme ça. Et on discute ensemble. Hein, voilà, parce que l'important, c'est de discuter. C'est ça qu'ils pensaient à cette époque. On fait de la politique. On ne fait pas la guerre. On fait de la politique. Faire de la politique, c'est pas faire la guerre, c'est pas réprimer, c'est pas mettre les gens en prison, des adversaires politiques, hein, tout ça, bien sûr. Et c'est fondamental à comprendre. Redéfinir ce que c'est que la politique, c'est fondamental. C'est bon, voilà, vous avez compris. Je continue. Et hein, oui, droite-gauche. Alors voilà, vous avez à ce moment-là. L'Assemblée, oui, fais ça pour moi, ce sera très bien. Enfin, tout le monde. L'Assemblée se divise en un côté gauche et un côté droit. Le côté droit dit, oui, ben, on n'aime pas trop tous les droits, ils sont un petit peu trop forts et tout ça, on voudrait les modérer. Hein. Ah bon, c'est le parti modéré. Ah ah, t'as raison, non, comme mot. Ah bah tiens. Et puis les autres disent, côté gauche, disent non, nous sommes pour l'application complète des droits déclarés imprescriptibles. Hein, voilà. Alors ça, c'est fondamental comme position, évidemment. Mais encore faut-il avoir une déclaration des droits. Or, nous ne l'avons plus. Nous en avons des décors. Celle de 89, et ce n'est plus qu'un décor. Elle ne sert à rien sur le plan politique. On ne peut pas s'en servir. Quasiment pas. Hein. Bon. Bref, c'est une affaire très compliquée, mais vous voyez que la théorie politique de l'époque, elle est quand même riche,
très intéressante, importante. Bien, alors, à partir de ce moment-là, le côté gauche à l'Assemblée constituante est minoritaire et le côté droit est de plus en plus majoritaire, tellement ils ont eu à pétoche peur de la jacquerie, évidemment. Et ils vont commencer à fabriquer une constitution de 1791, celle de 1791, qui est encensée par une certaine historiographie, hein, bien sûr, et qui consiste à quoi faire? À réintégrer la monarchie. Alors, je vous donne le résultat au mois de septembre 1791. La Constitution, elle a été débattue, et le côté gauche s'est opposé. Il s'est fait connaître à l'échelle nationale par ses positions, par ses analyses, par son travail de plus en plus précis et important et fin, et il s'est fait connaître et reconnaître. Et le résultat de la Constitution de 91, c'est une monarchie constitutionnelle, hein, c'est plus le despotisme de la monarchie, ça c'est certain, il y a une petite nuance, quoi. Et puis c'est aussi la modification du système électoral. On a supprimé, enfin on n'a pas supprimé le comité de confiance, hein, pas du tout, mais on a épuré le corps législatif, enfin le corps des électeurs, et on a gardé l'aristocratie des riches. Alors, cette aristocratie des riches est liée à un système censitaire qui donne le droit de vote aux familles riches, mais au mâle des familles riches, et c'est là que naît la séparation entre les deux sexes. Hein, c'est là, à ce moment-là, dans la Constitution de 91, et pas avant. Bon, voilà. Et donc, nous avons affaire à une aristocratie des riches. Résultat. Alors, l'Assemblée nationale termine ses savants travaux. Elle a violé les principes de la Déclaration des droits. C'est toute la campagne du côté gauche. Et ça nous permet de comprendre que la Déclaration des droits était l'enjeu de la Révolution. Hein, l'enjeu de la Révolution, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dû passer par toutes ces choses, pour vous le faire comprendre. Hein, bien. Alors, nous sommes maintenant sous la législative. La législative... ah oui, j'ai oublié de dire que l'Assemblée constituante avait déjà modifié le principe de l'abolition de la féodalité en France en refusant... de l'appliquer selon le mouvement paysan, bien sûr, et en le modifiant avec une restriction qui est telle que ça la rend impossible, c'est-à-dire c'est le rachat des droits féodaux par les paysans. La paysannerie pauvre ne peut pas le faire, c'est tout simple. Et qu'est-ce que va faire la paysannerie? Eh bien, elle va continuer les jacqueries. Alors, je reprends la jacquerie parce qu'elle est fondamentale. C'est la toile de fond de la Révolution. Hein. Il y a eu, non pas une seule jacquerie comme on vous l'apprend aujourd'hui encore, celle de juillet 89, il y en a eu 6 successives. 6. À peu près 2 par an, en 89, 90, 91, 92 et jusqu'en 93, à l'arrivée de la montagne. Et donc, il y en a une tous les 6 mois, hein, à peu près, hein, en France. Et c'est les jacqueries qui imposent leur rythme à la Révolution. Hein. Bien. Et ça, c'est fondamental. Le mouvement populaire, quand vous lisez les bouquins d'histoire, en général, il ne se passe rien, hein, sauf à Paris, il se passe un peu des choses, pout, et puis c'est fini, terminé. Eh ben non, la Révolution française, vous l'avez compris, c'est une révolution paysanne. Pourquoi? Parce que entre 85 et 90% de la population étaient paysans, et que ces paysans n'étaient pas des ouvriers agricoles en général, mais des petits producteurs. Et ce sont des producteurs. C'est vrai qu'il y a une grande différence avec nous, avec notre société, parce que ce sont des producteurs qui ont quasiment le monopole de la production agricole. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? C'est un pouvoir formidable, formidable. Alors évidemment, quand on nous fait la louange du système capitaliste qui exproprie les paysans du monde entier maintenant, hein, du monde entier, et plus encore, et qui détruit la nature, évidemment, et qu'on nous dit, on nous appelle ça le progrès, d'accord, vous connaissez. Très bien, je passe. Vous avez compris.
Mais enfin, très important, ce pouvoir du peuple. Et ce pouvoir, cette culture politique populaire se retrouve aussi dans les villes. Et bien sûr, parce que toute la population vient des campagnes, hein, et elle a la même culture. Et dans les corps de métier, vous avez cette même culture politique, démocratique. Voilà. Alors, où en suis-je maintenant? J'en suis arrivé à l'Assemblée législative, oui, aux élections de la législative. Alors, les élections ah oui, et l'Assemblée constituante a encore essayé de réprimer tout le mouvement populaire par la loi martiale. Alors, il faut faire connaissance avec cette horrible chose. La loi martiale, c'est la répression, non pas par la police, mais par l'armée. Hein, pas pareil. Et tout le mouvement populaire est victime, sur le papier, de cette affaire. Or, dans la pratique, la loi martiale est très difficile à appliquer. Pourquoi? Parce que, vous avez compris, il y a des jacqueries. Et les jacqueries se font parce que, évidemment, il faut se protéger, bien sûr. Il faut se protéger. Et en plus, les jacqueries continuent, se renforcent, continuent de prendre le pouvoir localement, de renforcer les gardes nationales, et les soldats de l'armée continuent de se mutiner et de rejoindre les gardes communales locales. Hein. Ils reviennent dans leur village et ils rentrent dans la garde communale. Et c'est un transfert extrêmement important, évidemment, que l'armée fonde. Et l'armée, à l'époque de l'Assemblée constituante, en 1791-92, elle est encore un petit peu efficace, mais elle n'a pas les moyens de réprimer la révolution, hein, évidemment. Bon, alors ça c'est important parce que ça vous remet dans l'ambiance. Et puis cette Assemblée législative va être élue, mais comme il n'y a pas partout le système reconnu et accepté de la Constitution censitaire, il est bien évident qu'il y a des trous entre les mailles, et il y a beaucoup de députés du côté gauche qui ont été élus à l'époque de la législative. Je vous dirai peu de mots sur la législative. On arrive rapidement à la révolution du 10 août qui est la plus importante. Je suis obligé d'abréger l'histoire. Hein. Bon, évidemment, c'est embêtant, mais enfin, on va arriver au 10 août 92 parce que j'ai plus beaucoup de temps. Et donc voilà. Je voudrais vous parler de la séparation des pouvoirs aussi. Alors, je termine avec le 10 août. Nous avons une assemblée législative qui est élue bizarrement. Hein, bon. Et puis, on ne peut pas se plaindre parce que, ma foi, personne n'a envie de se plaindre. Et puis, elle fonctionne mal. Elle fonctionne mal. Elle déclare la guerre, une guerre de diversion pour occuper l'attention des gens. Enfin, une guerre de diversion, hein, c'est bien connu. Et puis, la guerre tourne mal. C'est le roi qui l'a conduit, etc., etc. Enfin bref, on arrive dans une situation de patrie en danger, des frontières qui craquent sous la pression des armées prussiennes et autrichiennes. Et il y a de nouveau un soulèvement populaire formidable, cette fois-ci, grâce aux volontaires qui sont appelés pour aller aux frontières, défendre les frontières. Et ils y vont. Et ils y vont, ils se retrouvent à Paris, ils ont rendez-vous à Paris, ils rencontrent la chancellerie parisienne qui ne fait que les accueillir et les faire rentrer dans les sections de communes de Paris, et puis de les armer et de leur expliquer qu'ils vont tous faire ensemble une nouvelle révolution qui va quoi faire? Renverser la Constitution de 1791, bien sûr, appeler une nouvelle assemblée nationale constituante, hein, évidemment, élue au suffrage universel populaire du système électoral dont je vous ai déjà parlé. Les hommes et les femmes votent, bien évidemment, bien sûr. Et alors, cette révolution se passe et il faut encore attendre une année entière pour que le mouvement populaire soit entendu, parce que nous avons un nouveau côté gauche, un nouveau côté droit qui s'est formé. C'est le côté de la Gironde qui a réussi. Il est minoritaire en nombre de députés, mais il est majoritaire sur ses propositions à l'Assemblée, et qui peu à peu va faire tant de bêtises que c'est le côté gauche qui va dominer, l'emporter. Et alors il va y avoir, je voudrais vous dire quand même quelques mots
avant de parler de la séparation des pouvoirs, parce que c'est un des secrets de l'histoire, c'est quand même intéressant. Je voudrais vous parler de la révolution des 31 mai 2 juin 1793, qui est toujours maquillée en coup d'État par les historiens. Et parce que, pourquoi Ils ne sont pas plus bêtes que moi, c'est pas le problème, c'est pas la question. C'est qu'ils ne savent pas que le comité de confiance... Bon, je vous raconte d'abord les faits, après j'expliquerai. Donc, pour se débarrasser de la Gironde, qu'on appelle faussement Gironde, parce que c'est pas le mot de l'époque, c'est les Brissotins à l'époque, c'est le mot du 19e siècle, ça. Bon, les Brissotins ont de nouveau fait une guerre de diversion. Alors c'est la guerre de conquête de la Rhénanie tout entière, pour essayer de faire passer l'envie de faire de la révolution en France. Hein, bon, vous comprenez que c'est quand même pas une proposition très sérieuse, mais très cohérente. Enfin bref, c'est ainsi. Et alors, cette révolution des 31 mai de juin 1993 a lieu. C'est une révolution qu'il faut que vous entendiez, parce que c'était non pas un changement de nouvelle assemblée nationale, c'est la révocation des députés infidèles. Alors il y a une trentaine de députés infidèles dans cette convention, hein, et ils vont être rappelés. Ça 3 jours d'insurrection populaire à Paris, hein, 3 jours, pour persuader l'Assemblée, la Convention, d'accepter la révocation. Donc le pouvoir souverain, il a du mal à se faire entendre, hein. C'est important. Bon, il est réussi au bout de 3 jours, et c'est une révocation des députés infidèles. Est-ce qu'ils ont été coupés en rondelles, comme on nous le dit? Pas du tout. Ils ont été assignés à résidence chez eux, tranquille, avec interdiction de sortir, parce qu'on est dans une période de guerre civile, et interdiction de rallier la contre-révolution royaliste. Hein, bon, voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de... Et c'est à ce moment-là que la montagne va mener sa politique est tout à fait intéressante en répondant enfin au mouvement populaire, etc. Je suis obligé de squeezer la question coloniale, c'était un gros morceau, je ne peux pas vous en parler en 3 secondes, c'est pas possible, mais je voudrais terminer sur la séparation des pouvoirs. Alors la séparation des pouvoirs, ça la renvoie à la théorie politique des droits naturels, de la philosophie du droit naturel, hein, et elle est très importante, très intéressante. Nous avons donc cette logique de la déclaration des droits, qui est une déclaration des principes de nature constituante, imprescriptible dans certains cas, pas de tous, hein, bon, pour les droits les plus importants, et qui nécessite de reconvoquer le peuple. Hein. Bon, voilà, ce qu'on appelle nous le référendum, mais enfin, vous voyez comme ça fonctionne chez nous. Mais bon. Alors donc, il y a déjà ça. Et qu'est-ce que c'est que la déclaration des droits? C'est quelque chose d'essentiel. C'est un repère, une boussole pour se diriger en politique. Hein. C'est vraiment important. Et c'est d'ailleurs le nom qui explique la montagne. La montagne, ça n'est plus le côté gauche seulement, c'est le côté gauche, bien sûr, qui défend les principes de la Déclaration des droits de l'homme, mais c'est en même temps ouvert à tout le monde. Hein. N'importe qui peut se réclamer de la montagne. Et vous avez des mouvements populaires et des villes, des villages qui s'appellent la montagne. Alors ça s'appelle, par exemple, le nom du village, plus la montagne, etc. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. L'organisation des partis politiques, j'aurais voulu vous en parler davantage, mais ce sera pour une autre fois, parce que c'est vraiment intéressant comme tout pendant la période révolutionnaire, tellement ils sont différents de nos pratiques. Hein, de nos pratiques. Je continue sur la séparation des pouvoirs. Alors la séparation des pouvoirs, il est bien évident que si vous avez des principes déclarés, le peuple doit être souverain. C'est le peuple qui est souverain. Vous avez compris que dans le système électoral du comité de confiance, c'est le peuple qui est en place dominante. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée des députés qui a la souveraineté. Hein. Attention, hein. C'est plus les électeurs, hein. Les citoyens, Tintin. Voilà. Donc ici, ça reste le peuple souverain qui peut révoquer ses députés.
C'est la théorie politique de Robespierre, de Marat, de tout le côté montagne. Hein. C'est montagnard qui pense comme ça. Bien, bref, à la séparation des pouvoirs, je continue, parce que ça fait partie aussi de tout ça, hein, bien sûr. Vous voyez, alors c'est le pouvoir législatif qui doit être le pouvoir suprême, bien sûr, mais sous le contrôle des électeurs. Attention, hein, pourquoi? Parce que ce sont les députés qui font les propositions de loi et ils sont sous le contrôle des électeurs. Hein. Et le cas de la révolution des 31 mai de juin 93 est là pour nous l'expliquer, pour nous l'apprendre, hein, de façon concrète. Bien. Et le pouvoir exécutif, alors le pouvoir exécutif, qu'est-ce que c'est? C'est la centralisation du pouvoir. Hein. Nous sommes dans des systèmes hyper centralisés, à un point qui dépasse la confusion des pouvoirs de la monarchie du XVIIe et XVIIIe siècle, hein, évidemment, où les rois n'avaient que la possibilité, enfin, ils avaient la possibilité de pouvoir nommer eux-mêmes, c'est le roi qui nomme ses intendants et ses gouverneurs militaires, hein, pour tenir l'ordre, etc. Bon, le mouvement populaire, lui, il pratique depuis la nuit des temps, une fois de plus, il pratique le système de l'administration locale. Hein. Alors, pendant la Révolution française, vous avez départements, etc., jusqu'à la commune, et vous avez une application de certaines lois en fonction des choses, des fonctions qu'on leur a dévolues. Mais la commune reste évidemment le lieu privilégié de l'application des lois. Les lois, à l'époque de la montagne, ont été toutes appliquées non pas par une dictature du parti unique au pouvoir, pas du tout, mais par les communes, sous le contrôle des électeurs, hein, de l'Assemblée générale, des habitants. Vous vous rendez compte, hein, on en est loin. Les pratiques populaires de cette période sont vraiment remarquables à connaître. Alors pourquoi elles n'ont pas été connues? Bon, vous avez compris, c'est la décentralisation. Alors la centralisation s'oppose, mais complètement, au contrôle souverain des élus, qu'ils soient députés ou qu'ils soient administrateurs, pour appliquer les lois localement ou à tous les niveaux. Vous voyez, il n'y a pas de ministère pendant la Révolution française. Et le commissaire de police, vous savez qu'il est élu à cette époque-là dans les communes? Il est élu par les électeurs, les électrices. Vous vous rendez compte? Le commissaire de police. Oh, c'est pas joli ça? Eh ben si. Et le juge de paix, parce que c'est le juge qui juge en première instance tous les conflits ordinaires, disons, il est élu aussi. Oh, formidable. Et alors ce serait un brouillon du stalinisme? Ah oui. Bon, bref, voilà. Et alors, je voulais conclure. Vous avez compris que, voilà, je suis arrivé au bout. Je voulais conclure sur cette question de la culture politique populaire. Vous avez bien compris, c'était le centre de mon intervention. Voilà, je vous remercie. Bon, merci, merci. Merci pour le fond, bien sûr, pour ton enthousiasme qui donne encore plus de force au fond, et puis au tour de prouesse qui consiste à parler dans ce vent et ce bruit avec tes notes qui s'envolent. Mais je crois que tous on a beaucoup apprécié. Alors les amis, il nous reste évidemment maintenant un moment d'échange. On a un peu de temps devant nous. Le micro est là. Je propose pour le confort de tous que si vous voulez poser une question, levez-vous, prenez le micro pour que chacun puisse l'entendre. On fait peut-être 2-3 questions, je sais pas, des choses qui peuvent amener des réactions d'autres personnes ou des réponses de la part de Florence elle-même. Viens à moi, parce que sinon, si on fait comme ça uniquement a cappella, j'ai peur qu'on n'entend pas et du coup on perd un peu tous de la concentration. S'il vous plaît, je voudrais... Parle dans le micro. D'accord. Oui, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui. S'il vous plaît, la question c'est... Je voudrais comprendre, Robespierre, il a, entre autres, il a été l'investigateur de la Révolution. Oui, ok. Désolé, je ne suis pas habitué au micro, mais je vais... Voilà. Donc, Robespierre, il était l'investigateur de la Révolution française, ou en tout cas le plus vindicatif, si j'ai bien compris. Je voulais savoir comment ça se fait que
il a fini par être décapité. Voilà. Si c'est possible de m'éclairer par rapport à ça. Olé. Robespierre, ben, il faut le lire. La meilleure façon de faire de l'histoire, c'est d'atteindre les archives. L'histoire ne se fait pas dans la tête des petits génies. Hein? Non, pas du tout. C'est le boulot d'archives, le boulot des historiens, c'est de connaître les archives. Pas de bout en bout, c'est impossible, il faudrait plusieurs vies. Ça, c'est certain, parce qu'il y en a tellement sur un épisode de cette nature. Mais ce sont les archives qui détiennent l'histoire, la signification de l'histoire. Moi, j'ai travaillé et j'ai découvert le système électoral populaire parce que j'ai mis le nez dans les archives et que j'ai regardé avec mes étudiants que je faisais travailler en maîtrise et en thèse, qui travaillaient sur Paris, sur comment ça fonctionnait. Et c'est comme ça, en se cassant la tête, en réfléchissant. Au début, on était quand même un peu sidérés, hein, on ne comprenait rien. Et puis, finalement, on a compris de plus en plus. Moi, j'ai fait faire plein de travaux qui m'ont permis, comme ça, de comprendre et de travailler en même temps avec les étudiants qui... Bon, vous voyez, l'histoire, elle est dans les archives. Donc, lisez Robespierre et vous saurez que... vous saurez tout ça, hein, pourquoi il est mort. Je rappelle tout de même, juste une petite chose, la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, malgré toutes les explications qu'on a bien voulu en donner à partir du 19e siècle, hein, c'est Robespierre qui l'a formulé, exprimé en décembre 1790. Bon, voilà. Autre question ? Oui, hurlez. Oui, bon, mais alors voilà, ce sera pressé. Là, ici, nous, on est un mouvement qui veut créer une 6e République avec une assemblée constituante. Bon, moi, j'ai pas eu une connaissance, mais je sais qu'il y a 50% des personnes qui seront tirées au sort. Bon, ça sera tiré au sort. Mais il y a 50% des personnes qui seront des professionnels de la politique et qui siégeront dans cette assemblée. Quels sont, d'après vos connaissances historiques, les biais à éviter? Parce que le biais, il ne viendra pas du sort, parce que c'est un tirage au sort. Mais de l'autre côté, les personnes qui seront les pros de la politique qui vont venir siéger dans cette assemblée, quels sont les biais où vous pouvez voir? Eh bien, dites donc, mettez les pieds dans le plat, vous. C'est parfait. La question centrale. Oui, voilà. C'est Florence Gauthier qui va répondre, mais non, juste un élément. Nous ne présentons pas dans notre programme le fait que 50% des gens soient tirés au sort dans une future assemblée constituante. Cette affaire n'a pas été formulée comme telle. Mais ceci dit, la question reste pertinente, peut-être au vu des connaissances et des archives. Comment cette question-là peut être aussi, déjà Florence nous a évoqué tout à l'heure la question de la révocabilité, c'est-à-dire du contrôle permanent des électeurs ou des assemblées populaires sur leurs représentants. Comment cette question-là, lors de la Révolution française, est abordée? On évoquait tout à l'heure Robespierre, il lui apporte une réponse, mais je te laisse le dire, ou je le fais d'ores et déjà. Lui, il est un des députés de la première assemblée législative et de l'assemblée constituante, pardon, si je me trompe devant Florence, de la première assemblée constituante, mais il est battu sur tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit. Chaque fois qu'il prend la parole, il est jamais entendu. Il y a une question qu'il arrive à faire adopter, c'est le fait que ceux qui étaient députés dans l'assemblée constituante ne pourront pas se représenter à l'assemblée suivante, qui est l'assemblée législative. D'accord? Je dis ça pour ceux qui le présentent comme un Joseph Staline à perruque. Bon, ça fait quand même un petit peu bizarre, parce que lui, il dit, les amis, on a été élus, et justement, les prochains députés qui nous suivront, ça va pas être nous, parce qu'on peut pas adopter des règles que nous appliquons pour nous-mêmes. Ça, c'est une belle idée qu'on pourrait, par exemple, appliquer. Mais ceci dit, je te laisse pour la suite. Merci. Oui, moi je voudrais revenir sur cette question. Cette question pose en réalité le problème de la souveraineté populaire. Alors qu'est-ce que c'est que la souveraineté populaire? Il faudrait quand même retravailler dessus, réfléchir et ne pas se laisser bourrer le mou par des solutions qui sont contraires
à l'exercice de la souveraineté populaire. Si le peuple est souverain, eh bien, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Je crois qu'on en est arrivé là. Hein. Moi, je pense qu'on en est arrivé là. Moi, je me souviens que quand je commençais à travailler sur la Révolution française, à faire mes cours, je ne connaissais pas la politique et je l'ai apprise avec le travail d'historiens de la Révolution, etc., etc., et patala. Et j'ai découvert la souveraineté populaire. Et je me rendais compte que les étudiants étaient comme moi, ils connaissaient rien du tout à la politique. Moi, j'étais comme eux. Hein, et bon, voilà. Alors, je pense qu'il y a un vrai sujet à approfondir avant de sortir des solutions, à bricoler. C'est réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la politique, qu'est-ce que c'est que la souveraineté populaire, est-ce qu'il doit y avoir des principes éthiques qui dirigent, qui encadrent l'exercice de la politique, des pouvoirs publics, hein. Toutes ces questions, il faut se les poser et il faut essayer de les retravailler. Voilà ce que l'histoire peut nous apprendre. Et elle nous offre des expériences historiques intéressantes et importantes. Une question et une remarque. Donc la question, c'est un truc que moi j'ai jamais su trop bien. Voilà, les droits de l'homme de 1793 qui ont été remis au goût du jour. Chaque fois qu'on en parle dans des institutions, c'est ah oui, mais bon, ça n'a jamais été appliqué, ça n'existe pas vraiment. Et d'ailleurs, la Constitution de la Ve République fait référence aux droits de l'homme de 89, mais ne cite même pas ceux de 93, comme si ils n'ont jamais existé. Est-ce que c'est légitime quand ils nous répondent au bras levé, non, mais ça n'a jamais été appliqué, bon, ça n'existe pas, ils l'ont déclaré, mais ça n'existe pas. Et une petite remarque, tout à l'heure on parlait du bicentenaire, de la mémoire, tout ça, quoi. Y a eu quand même de très belles conférences sur le bicentenaire. Ça a été durement mené, il y a eu des historiens du monde entier qui sont venus. Il a dû le mener à bout de bras, il en a d'ailleurs écrit un livre, Michel Vauvel. Avant de mourir, il a tenu à bout de bras. Il a d'ailleurs écrit un livre juste avant de mourir. La bataille du centenaire, c'est une vraie bataille idéologique. Et effectivement, entre le défilé à la con et les propos de Furet et le travail universel qu'il a monté et qui n'a peut-être pas été assez médiatisé, il y a eu un vrai fossé à ce moment-là, quoi. Merci. Alors, vaste programme. Oui, 1793. Mais c'est le même droit naturel imprescriptible qui a été repris. Ça, c'est compliqué, les histoires de la Déclaration des droits de l'homme, parce que figurez-vous que l'historiographie, depuis le 19e siècle, a véritablement censuré l'histoire et la connaissance et les théories politiques et les pratiques politiques de la période révolutionnaire pour des tas de raisons. Je n'ai pas pu vous parler de la question coloniale, mais c'est une question fondamentale dans la période révolutionnaire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le mouvement révolutionnaire était contre la conquête, contre le colonialisme et contre l'esclavage, bien évidemment. Bon, et alors, le mouvement révolutionnaire n'a pas été seulement un mouvement émancipateur, comme on dit, avec un mot qui est assez faible. Je le trouve très très faible. Moi, je préfère la résistance à l'oppression. Hein. Je pense que c'est plus direct et plus clair. Mais bon, émancipation, pour moi, ça fait partie du vocabulaire du droit romain esclavagiste. Alors, vous vous rendez compte, hein, au secours, quand je n'aime pas ce mot. Et je l'explique. Je l'explique à cause de cela. Alors je sais bien qu'on dit il faisait des usages un petit peu tirés par les cheveux, hein, tout ça. Mais enfin bref, continuons, reprenons. Cette question, c'est la connaissance de la philosophie politique de cette période qui s'est développée depuis le Moyen-Âge et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et ensuite qui a été expulsée, mais véritablement expulsée. Alors, les historiens, pendant très longtemps, n'ont pas su ce que c'était que les droits de l'homme. Ils n'ont pas su du tout. Et ils les ont réinterprétés avec les éléments qu'ils avaient au XIXe siècle. Et puis, surtout, pendant la période du XXe siècle, parce qu'en France, le Conseil national de résistance s'est ressourcé sur la Déclaration des droits de l'homme. Alors, c'est intéressant, c'est important que cette notion
de résistance à l'oppression et à toutes les formes d'oppression, qui a quand même un principe déclaré, un principe éthique de fond, de base de toute cette philosophie politique, et soit repris au moment du Conseil national de la résistance. Hein. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à faire coucou avec la Déclaration des droits de l'homme de 89, qui a une place décorative aujourd'hui. Hein. Alors c'est pour faire joli. Alors est-ce qu'il y a une différence entre la Déclaration de 89 et 93 pour répondre à votre question? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est la même philosophie. Et alors quand on dit que la Constitution de 93 n'a pas été appliquée, eh bien c'est faux. C'est parfaitement faux. Parce qu'on veut introduire la dictature du parti unique au pouvoir. Par conséquent, on est obligé d'évacuer les droits de l'homme, la Déclaration des droits et la Constitution de 93. Pouf. Et puis, encore une raison, la Convention girondine brissotine, en réalité brissotine, hein, avait gouverné. Elle devait être une assemblée, la Convention, constituante. Or, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas, sous la période brissotine, elle n'a pas travaillé à la Constitution. Ou surtout pas, parce qu'elle avait peur. Elle avait peur d'une démocratie. Alors elle n'en voulait pas. Et elle a choisi de faire la guerre de conquête, hein, pour écarter le problème. Alors, ce qui fait que la première initiative qui est prise par la Convention montagnarde après la révolution des 31 mai 2 juin 93, c'est de précisément faire la Constitution de 93, qui a été appliquée, bien sûr. Elle a été appliquée. Alors, elle n'était pas appliquée dans tous ces points. Par exemple, on devait élire les ministres. Et ça, il y avait un débat c'était une proposition brissotine, pour faire de quelqu'un qui applique les lois l'équivalent d'un député. Alors, c'est quand même grave, hein, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Le pouvoir législatif, c'est le pouvoir suprême, et le pouvoir exécutif, il est chargé et limité dans ses prérogatives pour l'application stricte des lois. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux, comme vous le savez très bien, que les abus du pouvoir exécutif quand il déborde et qu'il corrige les lois, ou qu'il ne les applique pas. Oh ben, bonne blague, tiens. Ah ben, c'est banal, ça. Hein. C'est très fréquent. Alors, il faut regarder tout ça. Et la question politique, c'est tout ça. Et quand je parle de la démocratie communale, j'insiste sur le fait que pendant la Révolution, le peuple est parfaitement conscient que il n'a pas créé des petites sociétés populaires. Il a repris les communes. Et la commune, c'est un lieu où on exerce des pouvoirs politiques locaux, hein, certes, mais des pouvoirs. On exerce des pouvoirs. Alors nous, est-ce que nous exerçons des pouvoirs, nous qui sommes dans l'opposition? On a bien du mal. Hein. Alors on a un pouvoir d'opposition, mais il faudrait peut-être réfléchir davantage à ces questions politiques fondamentales, à la théorie politique. À la théorie politique, il faut réfléchir davantage à la théorie politique. Bon. Le pouvoir des communes n'a pas été soustrait par l'exercice du Sénat. Mais of course, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Les pouvoirs des communes ne sont plus celles qui pouvaient exister pendant la période révolutionnaire. Hein. Les communes ont décidé, à l'époque révolutionnaire, d'élargir leurs fonctions en fonction des problèmes qui se posaient à elles. Hein. Donc vous voyez bien, alors aujourd'hui il y a une attaque en règle contre les communes et on a dépouillé les communes de toutes leurs fonctions, hein, quasiment. Qu'est-ce qu'elles font maintenant? Elles sont de l'ordre de la décoration, hein, je veux dire, de la repeinture, de la couleur de la mairie. Bon, enfin, c'est terrible. Moi, je dis que la Révolution française m'a appris à regarder les théories politiques de près. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Il faut reconstruire des théories politiques sur des problèmes de fond. Et la souveraineté populaire et le pouvoir législatif et le contrôle des élus, c'est quelque chose d'essentiel. Bon, voilà. Oui, la parité, bien sûr. Mais bien sûr. Oups, je marche dessus. Est-ce que tu vois d'ores et déjà des parallèles à faire entre la Révolution française et le mouvement des Gilets jaunes?
Oups. La Révolution française et le mouvement des Gilets jaunes. Oui, c'est un mouvement spontané. C'est un mouvement, mais qui est malheureusement... qui n'a pas pu s'exprimer politiquement parce qu'il manque, je pense, de culture politique. Hein. Et c'est ça qui est problématique dans les mouvements populaires. Mais je veux dire, moi aussi, hein, je manque de culture politique. Je veux dire, quoi faire? Que faire, hein? Oui. Moi, je voulais revenir sur la notion des déclarations de l'homme et du citoyen, en ce sens qu'à l'heure actuelle, il y aurait peut-être une actualisation à faire, puisqu'on continue effectivement à parler de l'homme anthropos, mais que la plupart des gens oublient que l'homme anthropos, c'est aussi la femme, et qu'il y a un certain nombre de droits qui doivent être revisités, aussi liés au monde moderne. Peut-être on fait quelques questions. Merci. Merci beaucoup. Merci pour le propos d'abord, qui était quand même sur le fond et sur la forme joliment. C'est bon? Ah ouais, mais c'est pas très Covid. Bon, c'est pas grave. Ok, c'est mieux. Donc je disais merci pour le propos. Je voulais poser une question. Vous avez été assez véhémente avec toutes les historiographies qui, depuis Thiers jusqu'à Furet, en passant par Lamartine et consorts, ont sanctifié une certaine révolution et qui était en fait révolutionnaire et plutôt mis de côté, voire critiqué largement la révolution qui était véritablement révolutionnaire et que vous avez largement présentée. Je voulais avoir votre avis sur une question qui est que finalement on a beaucoup reproché à cette historiographie d'écrire un peu, c'est ce qu'on reproche aujourd'hui, un peu la légende noire de ceux qu'aujourd'hui on cherche un peu à remettre en avant, les Robespierre, les Babeuf et consorts. Mais est-ce que finalement il n'y a pas déjà, dès 89, avec Berthaud disait cette presse qui informe et qui déforme, est-ce que c'est pas la presse aussi qui joue ce rôle d'historien et qui, avec les journaux taliens et qui beaucoup sous le Directoire notamment, et après La Montagne, a écrit justement cette biographie de ce qu'on a appelé les terroristes et qui justement a contribué à façonner cette légende noire. Alors c'est un peu un biais parce que c'est les recherches que j'ai pu mener moi, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi, au-delà de l'historiographie, la presse qui, dès la Révolution et qui après a contribué à écrire cette légende noire et à être un miroir déformant du réel, justement? Peut-être un mot là-dessus sur les deux. Oui. La presse, oui bien sûr, et la légende noire. Il ne faut pas oublier ce petit détail que l'idée de la révolution sanguinaire qui coupe les têtes, elle existait, hein, mais c'est quand même très limité. Hein, voilà. On peut parler des chiffres, ce sera intéressant, mais enfin bon, peut-être un autre jour. Ceci dit, ce sont les thermidoriens qui, le 9 Thermidor, ont décidé de trouver, de faire un coup de com' formidable, génial, il faut bien le dire, hein, c'est génial. Et ils ont appelé la montagne les terroristes. Et c'est à partir de ce moment-là que le mot terreur est apparu. Maintenant, je vais vous donner une nouvelle occurrence de mot terreur que j'ai découverte en travaillant sur les questions coloniales. Et elle m'a vraiment frappée. Je vous ai parlé tout à l'heure de la division entre côté gauche et côté droit. Hein. Eh bien, parmi le côté droit, il y avait le lobby colonial, enfin le parti colonial esclavagiste de Saint-Domingue, de la perle des Antilles, de l'empire du roi de France à cette époque, où il y a eu une révolution tout à fait intéressante, magnifique, une révolution des esclaves, cherchant des alliés cohérents, etc., hein, et qui a été soutenue par la révolution française côté gauche. Eh bien, les lettres des députés qui sont rentrés dans l'Assemblée constituante à leurs commettants, parce qu'eux aussi sont des commis de confiance, hein, même à droite, c'est pas le problème. Mais ça n'est démocratique que lorsque c'est le peuple souverain, évidemment, qui le pratique, bien sûr. Sinon, tout le monde le... Bon, eh bien, ils écrivaient en secret, ils ne voulaient pas le publier, et ça a été publié par la suite,
ils écrivaient en secret qu'après le vote de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, à cause de l'article 1, ils considéraient qu'ils n'avaient plus rien à faire dans cette Assemblée constituante et qu'il fallait se préserver contre la Déclaration des droits, contre la Constitution. Et ils ont appelé, écoutez bien, ils ont appelé la Déclaration des droits ainsi, je cite de mémoire, la Déclaration des droits, c'est la terreur des colonies. C'est pas beau ça? Ah, c'est pas beau? Hein? Formidable! Je l'ai publié dès que je l'ai trouvé, bien évidemment, parce que c'est quand même formidable. Voilà, c'est quelque chose. Il y a eu un renversement au 19e siècle. Alors, le 19e siècle, oui, non, mais bien sûr, il y a des gens très intéressants. Alexis de Tocqueville, par exemple, lisez-le! L'Ancien Régime et la Révolution, lisez-le! Vous allez voir, vous savez ce qu'il fait comme sujet principal de son livre, L'Ancien Régime et la Révolution, la séparation des pouvoirs. Et il explique à ses petits amis des années 1840, 50, 60, non, arrêtez de nous sortir que la Révolution française a été centralisatrice, parce que déjà on sortait ces âneries et tout ça. Et lui, il répondait, bon, faut écouter, regardez, c'est la monarchie qui a essayé de pratiquer la confusion des pouvoirs dont je vous parlais et qu'il faut connaître en détail pour comprendre combien elle est légère par rapport à la nôtre. et voilà. Et Alexis de Tocqueville a écrit un livre entier sur cette question, sur la séparation des pouvoirs. Alors lisez-le, il ne le fait pas d'un point de vue du droit naturel, version démocratique, de la résistance à l'oppression. Il le fait du point de vue de quelqu'un qui est un homme politique cohérent, sérieux, et qui veut donner une lecture cohérente, précise, intelligente. Vous comprenez? Vous voyez? Voilà. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, l'historiographie de la Révolution française au XIXe siècle et celle du Moyen-Âge, parce que quand même, le mot Moyen-Âge a été inventé au XIXe siècle par les historiens de cette époque-là, qui voulaient en finir avec quoi donc? Mais vous l'avez déjà deviné, avec la démocratie médiévale. Mais bien sûr. Alors ils ont appelé le Moyen-Âge parce que eux, ils étaient pour le système capitaliste, impérialiste, qui a dominé à partir du 9 Thermidor en France et partout en Europe. Et voilà. Et alors, ils voulaient le justifier. Donc, il ne s'agissait pas de parler de la révolution de Saint-Domingue à Haïti, ni du soutien du côté gauche de la Révolution française à la révolution de décolonisation et d'indépendance des colonies, qui est un mouvement anticolonialiste. Anticolonialiste. Alors, on nous sort toujours l'anti-esclavagisme. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que l'esclavage? C'est une conséquence de la conquête, de la colonisation. Voyons, soyons sérieux. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis en avant au XIXe siècle l'esclavage? Pour cacher l'existence d'un mouvement anticolonialiste. Et bien sûr, et on a réussi à le faire. Vous savez quel était le mot d'ordre des impérialistes du XIXe siècle, du début jusqu'à la fin? C'est nous, progressistes. Voilà, tout ça. Nous allons libérer les pays, les dictatures colonialistes, enfin non, pas colonialistes, pardon, esclavagistes. Nous allons libérer les peuples de leur gouvernement esclavagiste. Quand même pas beau ça? C'est quand même extraordinaire. C'est l'Angleterre qui fait ça, d'abord. Elle a compris intelligemment, parce que c'est génial. C'est vraiment génial. J'avoue que c'est génial. Et il y a beaucoup de gens qui se sont laissés prendre à cela. Alors ça fait partie de la presse aussi, se laisser prendre. Ouais. Alors on se laisse prendre comme ça au petit délice et les prêtres et tout le mouvement anti-esclavagiste en Angleterre n'est pas anticolonialiste. Faut faire la différence entre les deux. Attention, gna gna, coin coin. Bon, tout ça. Vous voyez le genre. Et c'est terrible. Alors vous n'avez plus le droit de parler de l'anticolonialisme qui existe
depuis 1492. Je l'ai étudié. J'étais obligé de l'étudier parce que c'était bourré de droit naturel là-dedans et tout ça. Et vous avez des Bartholomé de Las Casas et des gens qui sont formidables et qui sont passionnants, vraiment merveilleux, et qui sont des anticolonialistes et qui ont fait un travail mais gigantesque et complètement oublié aujourd'hui. C'est lamentable, lamentable. Il faut les réhabiliter, mais bien sûr. Ouais, et moi j'applaudis à ces Bartholomé de Las Casas et tous ces gens-là qui ont été vraiment les militants de choc de l'anticolonialisme. Et bien ceux-là, on n'a pas le droit d'en parler. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'ils disparaissent? Parce que le 19e siècle ne veut pas qu'on en parle. Pourquoi est-ce que le Moyen-Âge, on ne veut pas qu'on en parle? Eh bien parce que c'est à cause de la démocratie médiévale dont je vous ai parlé. Le système électoral et patati et patata et la commune et machin. Hein. Voilà. Alors on va, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous ai parlé des colonies, c'est simplement pour vous faire comprendre, Moyen-Âge. Hein. Le Moyen-Âge, c'est entre l'Empire romain, conquérant, esclavagiste, et le renouveau de la période moderne, interprétée comme la domination de l'impérialisme européen, bien sûr, évidemment. Hein, on cache tout le mouvement anticolonialiste, et puis la reprise au XIXe siècle, dans sa nouvelle version. On va aller libérer les pauvres peuples qui sont soumis à leur gouvernement esclavagiste. Hein. Bon, voilà, c'est ça. Et alors, on a trouvé ce mot génial de Moyen-Âge, le Moyen-Âge, entre deux périodes de quoi? De conquête et d'esclavage. De conquête et d'esclavage. Attention, hein? Rien que ça. Alors, le Moyen-Âge, vous savez comment ça s'appelait avant? L'époque moderne. Et je vais vous dire le secret de l'affaire du Moyen-Âge, le secret de l'histoire du Moyen-Âge. C'est à travailler. Et vous allez ne pas me croire, surtout ne me croyez pas. Allez travailler, allez vérifier tout ce que je vous ai dit. Allez le faire. Aussi possible que cela puisse être, hein, autant que possible, vraiment, franchement. Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, Moyen-Âge. Ça s'appelait l'époque moderne. Oui, pourquoi? Eh bien parce que depuis le 5e siècle après Jésus-Christ, il y a eu une énorme révolte dans tout le domaine ouest européen. Tout le domaine ouest européen qui recouvre, quoi donc? L'Empire romain d'Occident. Hein, séparé de l'Empire romain d'Orient. Voilà. Et il y a eu une révolution, une révolte qui a duré des siècles, parce qu'elle a commencé avec Spartacus au 1er siècle avant Jésus-Christ. Hein. Bon, et elle s'est continuée. Il y avait des barbares qui arrivaient, parce que la Chine s'agrandissait à cette époque, elle repoussait les peuples. Bon, bref, c'est arrivé au Finistère, qui est l'Europe. Et puis, il y a eu la possibilité, au 4e, 3e, 4e, 5e siècle, d'une arrivée des barbares, comme les appelaient les Romains, hein, et qui cherchaient un endroit pour se poser, et puis une entente qui s'est construite lentement, peu à peu, avec les populations de l'Empire romain d'Occident, qui étaient les esclaves des latifondiens romains, et puis les peuples soumis à la domination romaine, et ces barbares, ils se sont mélangés tous ensemble, ils se sont mélangés à partir du 5e siècle, après avoir remporté une victoire militaire formidable contre l'Empire romain. Ils ont escrabouillé l'Empire romain. Hein. Bravo, félicitations. Et alors, à partir de ce moment-là, les monarchies qui se sont créées... Oui, à partir de ce moment-là, les monarchies qui se sont créées au Moyen-Âge, hein, pour se défendre uniquement contre les bandits, etc., elles se sont... présentés comme des barbares victorieux et des barbares qui avaient toute la légitimité. Hein, et ils étaient libres. Pourquoi ils étaient libres? Mais parce qu'ils avaient refusé, ils avaient résisté et gagné. Ils avaient résisté à l'esclavage, qui est à la fois l'esclavage individuel personnel et l'esclavage politique, qui est la conquête. Ne pas participer à l'élaboration des lois, c'était considéré au Moyen-Âge comme être esclave. Vous vous rendez compte? Alors nous, ça fait longtemps que nous sommes esclaves parce que nous participons de moins en moins à l'élaboration de la loi. Vous voyez? Bon. Ben voilà. Une dernière question parce que tu lèves le bras depuis longtemps.
Merci, c'est gentil. C'est gentil. Voilà, ça va avoir un lien avec l'histoire, puisque je vais parler un peu de Condorcet, donc, mais je connais pas grand-chose. Par contre, et ça a un lien aussi avec l'histoire actuelle, notre histoire, celle qu'on va vivre. On a un certain nombre de militants de tous bords de la gauche qui veulent passer par-dessus bord ce système et faire une bifurcation, à se dire, mais si on y va tous désordonnés les uns contre les autres dans un premier tour, on va se faire ramasser et on va de nouveau se retrouver dans cette absurdité de devoir choisir entre l'ultralibéralisme ou l'ultranationalisme. Donc une solution pour ça, qui est envisagée par certains, c'est de se dire, faisons un choix qui soit le seul choix raisonnable que moi j'envisage, c'est le choix par le jugement majoritaire, donc qui permet non pas de choisir une personne contre tous les autres, mais de choisir de donner un système de valeurs aux personnes qui se représentent et qui nous laisseraient. Et c'est Condorcet qui est à l'origine de ça. Pardon, moi excusez-moi, j'ai rien dit. Ce que j'ai vu sur des vidéos ils disent qu'il y a le système de Condorcet qui avait certains problèmes qui se rapprochent de ça, qui avaient des problématiques et qui ont été dépassées par des chercheurs de Grenoble, puisque moi je suis de Grenoble, en 2006, qui ont inventé ce système de jugement majoritaire. Et moi, ce que j'aimerais savoir pour relier avec, donc, est-ce que à la Révolution française, est-ce qu'ils ont appliqué ce système de Condorcet? Voilà, si tu peux nous parler de ça pour relier avec le présent, histoire que je sabote pas par mon intervention la tienne. Merci. Bon, merci. Compliqué, hein. Condorcet, c'est un brave garçon, mais c'est un aristocrate. On nous a sorti qu'il était contre l'esclavage. Bon, mais moi j'ai beaucoup travaillé sur les questions. J'ai un de mes livres là, regardez-le, comment ça s'appelle? L'aristocratie de l'épiderme. L'aristocratie de l'épiderme, hein, voilà. Et c'est les débuts bon, bref, c'est une longue histoire, et c'est les débuts de la prise de conscience de ce que c'est que le système esclavagiste, colonialiste, etc., à Saint-Domingue, grâce à l'arrivée de gens qui viennent de ces colonies-là et qui vont jouer un rôle révolutionnaire partout. Tout le temps. Alors, la Société des Amis des Noirs, créée par Brissot, sont des Amis des Noirs. C'est très joli comme nom, c'est vachement joli, hein. Mais malheureusement, ils ne sont pas pour l'abolition de l'esclavage, hein. Jamais Condorcet, qui est le président de cette société, n'a été pour l'abolition de l'esclavage. Où êtes-vous qui venez de parler? Voilà, hein. Alors retenez-le, mais ne me croyez pas. Allez le vérifier en lisant Condorcet, hein? Ben oui. Voilà. Et les archives, vous savez, il n'y a rien de mieux. Mais bon, alors, le système dont vous me parliez, c'est-à-dire des principes, oui, bien sûr, c'est dans la philosophie du droit naturel. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il faut avoir des principes éthiques pour se gouverner, pour se retrouver, pour savoir où est le chemin à suivre, évidemment. Ça, c'est sûr, en politique. Et si c'est ça que vous voulez dire, c'est bien connu dans la philosophie du droit naturel. Toute la question est de savoir, en politique, quels sont les principes éthiques que l'on va suivre, hein? Parce que tout le monde a des principes éthiques. Les néolibéraux, ils ont des principes éthiques, hein? Ben évidemment. L'éthique, elle n'est pas à gauche seulement, hein? Non, ben non. Et donc, il faut les rechercher et les comprendre, les analyser, etc. Hein? Alors, cette question, justement, je la posais tout à l'heure avec les partis politiques, c'est la montagne qui a fait avancer cette idée d'avoir des principes qui permettent de réunir les gens et non pas simplement des personnes qui sont importantes et qui seront choisies comme commis de confiance, évidemment, parce qu'on leur fait confiance. Hein, le mot confiance est important. Bon, mais c'est des principes auxquels on répond. Et c'est ça peut-être qu'il faudrait retravailler, repenser, etc. Hein, bon. Voilà. Je suis quand même d'accord avec vous, hein, mais en précisant. Bon, c'est évidemment frustrant, mais on arrive... déjà, une petite chose à nos amis. Moi, je pense que tous qui participent aujourd'hui à une réflexion sur comment on n'accepte pas ce système institutionnel électoral qui tient le peuple à distance, qui aujourd'hui a dans l'angle mort le fait qu'il y a une abstention de masse, qui manifestement n'interpelle pas
le gouvernement actuel pour dire comment ça se fait, où on a vu les dernières élections municipales des maires de communes élus avec, dans le cadre de seulement 30% de participation, des gens qui ne représentent au mieux que 15% du corps électoral se retrouvent maires. Bon, tout ça pose problème. Donc tout ce qui participe à une réflexion de toute manière, le copain ne m'écoute pas, mais moi me semble fertile. Non, mais tout ce qui participe à une réflexion, est-ce qu'on peut pas aujourd'hui, pour donner le goût d'aller voter à nos concitoyens, non pas leur dire votez pour nous parce que nous sommes meilleurs, mais avec nous il y aura une modification profonde de ce système électoral. Florence a insisté sur le droit de révoquer les élus, le fait qu'éventuellement on puisse prendre en compte le vote blanc, qu'il y a un seuil représentatif de représentativité où on se dit tant que tel élu n'a pas au moins 25-30% du corps électoral, il ne peut pas représenter l'opinion majoritaire. Florence dit 50%, mais toute cette réflexion-là qui met un terme évidemment au caractère de monarchie républicaine qu'est la 5ème République me semble utile, pertinent, même si on n'est pas d'accord sur tel ou tel aspect, mais moi il me semble que c'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir. Alors après, il y a différents modèles et il ne s'agit pas de rentrer dans les différentes écoles et c'est passionnant, on aurait pu faire un atelier là-dessus. Bon, de la même façon que le camarade, tu es encore là, sur par exemple la question, la manière dont nous avons porté l'exigence d'une assemblée constituante qui me semble être la clé à la lumière de ce que nous disait Florence, pour dénouer le caractère antidémocratique de la 5ème République, reconvoquer le peuple pour qu'il discute et qu'il décide lui-même de quelles sont les règles qui fait que nous voulons être un peuple basé sur des droits politiques. Et ça, c'est pas une assemblée de grands sachants ou de docteurs en droit de le faire, c'est au peuple de se reconvoquer et de rediscuter de cette affaire en confrontant les idées. Alors, nous, ce qu'on a mis parmi nos propositions, il y a l'idée qu'on ne peut pas être député, ne pas avoir été député et faire partie de cette assemblée constituante. De la même façon que ceux qui seraient élus pour faire partie de ces députés constituants ne pourraient être par la suite des députés des nouvelles institutions qui vaudraient. Deuxièmement, sur l'idée du tirage au sort, ça c'était pas exactement écrit comme ça dans le programme. Moi je pense que le fait qu'il y ait des élections participe au débat politique dans le pays et c'est nécessaire. Toutefois, je crois que l'idée, Raquel le dirait mieux que moi, était aussi de dire pourquoi pas convoquer des élections où chaque liste présenterait des députés constituants, les différents courants de pensée, le nôtre, etc. Et puis on pourrait imaginer qu'il y ait un bulletin de vote supplémentaire qui dit voulez-vous par ailleurs qu'il y ait des députés tirés au sort. Et si par exemple 15% du corps électoral convoqué, après avoir voté évidemment majoritairement pour des députés constituants plutôt insoumis, mais on peut imaginer que 20% du corps électoral dit moi je préfère aussi qu'il y ait que ce soit tiré au sort. On pourrait imaginer que donc 20% par exemple de cette nouvelle assemblée constituante soit aussi des gens tirés au sort. Enfin, c'est un peu dans cette idée-là qu'on a réfléchi, c'est-à-dire pas un total tiré au sort, mais pourquoi pas ne pas rejeter l'idée. Le tirage au sort a ses vertus, a ses désavantages, mais je le répète, moi ça me semble être le grand fil conducteur de l'échéance de 2022. 2022 doit dénouer la question de la souveraineté populaire, qui n'existe pas dans le cadre de la 5ème République. Le peuple aujourd'hui n'est plus représenté. Et ne se jugeant pas considéré comme représenté, il perd le goût de la participation aux élections. Et non pas par des intérêts politiques, mais même parfois comme une forme de dernier acte de dignité civique. Comme la seule chose qui me reste, c'est mon bulletin de vote, et que vous m'emmerdez, vous ne l'aurez pas, donc j'y vais pas. D'accord ? Donc ça, il faut redonner le goût, et je ne crois pas que ce soit uniquement par des propositions sociales et écologiques. Évidemment, il faut des propositions sociales et écologiques, mais c'est aussi en leur disant, nous, ce qu'on vous propose, le candidat qu'on mettra, c'est celui qui dit, si c'est moi, je suis le dernier président de la 5ème, etc., etc. Vous voyez l'idée ? Ça, c'est une idée forte, et il me semble que la conférence d'aujourd'hui de Florence Gauthier nous montrait que cette idée-là, c'est une vieille idée, et elle est l'élément moteur de la Révolution française. Il y aurait plein de choses qu'on aurait voulu demander à Florence. Moi, notamment, elle m'a expliqué, après avoir vu qu'on essayait de défendre le mot jacobin en réaction à ceux qui ne cessent de dire que ce qu'il y a de sympathique dans la Révolution sont les Girondins, à commencer par le président Macron lui-même, qui, lorsqu'on était nouveau député, a dit « Je vous propose un pacte girondin ». Florence m'a dit « Mais fais gaffe, c'est aussi une insulte ». On aurait pu parler de tout ça, on n'a plus le temps, évidemment. Comme quoi les mots, tout ça est compliqué, évidemment. Et ce qu'il y a de passionnant quand on lit les livres d'histoire, il y a ceux de Florence, il y a Marc Bélissa que je vous ai déjà amené, je crois, dans des amphis d'été, il y a Yannick Bosque, il y a toute une école intellectuelle, historique, universitaire aujourd'hui. Hein, le tableau noir que nous a décrit Florence Gauthier en 1989 de l'école Furet, j'ai envie de dire, est en train de plus en plus de disparaître, et je trouve, je sais pas, on serait l'occasion d'en discuter, qu'il y a nombre d'ouvrages aujourd'hui passionnants, y compris sur la légende noire de Robespierre. Je veux dire, Hervé Levers, Jean-Clément Martin, tout ça, il y a des tas de discussions à avoir, mais enfin, c'est des ouvrages sérieux qui, évidemment, donnent une lecture nouvelle. Donc, lisez ces livres.
franchement, les amis, lisez-les parce que je trouve, moi, si je fais reproche aussi je disais tout à l'heure au service public, c'est aussi, il faut que ces historiens, qu'ils soient invités dans les médias, qu'ils parlent, qu'ils s'expriment et que nous, on continue parce que, évidemment, on ne construira pas le futur. Moi, je le dis souvent, on ne pourra pas faire aimer la République, fût-elle une 6e République, si on accepte que soient détestés ceux qui l'ont fondée et ceux qui en ont été les inventeurs. Il y a un problème, c'est que si effectivement, comme vous l'avez compris, Robespierre et ses amis sont des Stalines en puissance, ça donne pas envie de se réclamer de la République et d'en fonder une nouvelle. C'est plutôt, attention, danger, touchons pas à ça. Bon, vous voyez l'enjeu extrêmement contemporain qu'il y a dans ces controverses historiques. Il y avait beaucoup d'autres sujets qu'on aurait pu aborder. Florence nous avait dit au début, il faudra vous me rappeler pourquoi ça a été convoqué le 1er mai, les États généraux. On l'a pas fait. Elle nous le dit en un mot, c'est pour ça que je disais ça. Et après, on arrêtera là-dessus. Alors, chère Florence Gauthier, ma chère professeure, peux-tu nous expliquer pourquoi les États généraux étaient convoqués le 1er mai 1789 ? Après, je vous embrasse tous, ça continue. Il y aura une dédicace de Florence à son stand. On fera ça à 18h. À toi la conclusion. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors voilà. Eh bien, c'était le printemps et la convocation des États généraux, assemblée politique de la souveraineté de l'ensemble du peuple, se faisait le 1er mai de préférence. Alors, parfois, c'était pas possible parce que c'était urgent et évidemment, c'était pas le 1er mai. Mais en général, quand c'était régulier, c'était une fois par an. Et c'était le 1er mai. Donc, comme vous voyez, le 1er mai, c'était la fête de la souveraineté du peuple. La fête de la souveraineté du peuple. Une fête politique qui a été défendue au XIXe siècle par le mouvement ouvrier, le mouvement des travailleurs, et qui ont conservé encore cette culture politique populaire dont je vous ai parlé, et qui a été, et que la CGT conserve encore avec le comité de confiance. La CGT est un des rares endroits où le comité de confiance, l'élu véritablement responsable et révocable est mandaté. Je veux dire, c'est quand même pas rien. Ça existe. Et c'est dans le mouvement ouvrier. Alors, le mouvement ouvrier a gardé aussi le 1er mai, mais c'est devenu ensuite n'importe quoi, un peu, si vous voulez. Alors, le 1er mai, c'est la fête de la souveraineté populaire. Voilà. C'est quand même beau, l'histoire.